Le 12 novembre 2002, Chloé Fournier, une étudiante infirmière et bénévole de 21 ans au dévouement sans faille, s'est volatilisée dans les couloirs labyrinthiques de l'hôpital pédiatrique Saint-Vincent, en plein cœur de Paris. Pendant 10 longues années, son affaire est devenue l'un des mystères les plus glaçants de la capitale, une énigme sans corps, sans mobile, et sans le moindre suspect crédible. Les enquêteurs ont exploré toutes les pistes imaginables, de la fugue volontaire à l'enlèvement par un prédateur, mais chaque investigation se heurtait à un mur de silence. L'hôpital, un sanctuaire de guérison, était transformé en scène d'une absence insoutenable. Puis, à l'automne 2012, un simple dessin d'enfant, retrouvé par hasard au fond d'une vieille armoire poussiéreuse, a tout fait basculer, révélant une vérité bien plus sombre et terrifiante que quiconque aurait pu l'imaginer. Comment est-il possible que la vérité soit restée cachée si longtemps, si près de tout le monde, dans un lieu censé protéger les plus vulnérables ? Avant de vous raconter comment le simple dessin au crayon de cire d'un enfant malade a pu déterrer une conspiration étouffée par le prestige et le silence institutionnel, commentez ici de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez, et abonnez-vous à la chaîne. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une disparition, c'est le récit d'une bataille acharnée contre l'oubli et l'arrogance du pouvoir, où la voix la plus fragile s'est avérée être la clé d'un secret monstrueux. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la chaîne des événements que ce fragile morceau de papier a déclenché, forçant une institution entière à affronter les démons qu'elle avait si soigneusement dissimulés dans ses propres sous-sols. Votre soutien nous permet de continuer à mettre en lumière ces affaires qui méritent d'être racontées, peu importe le temps qui s'est écoulé. Cette nuit du 12 novembre 2002 avait commencé comme n'importe quelle autre. L'air de l'aile d'oncologie pédiatrique était chargé de l'odeur antiseptique habituelle, mêlée au calme feutré des veilles de nuit. Chloé Fournier venait de terminer de lire une histoire à Léo, un petit garçon de 7 ans au visage pâle, mais aux yeux brillants. Vers 21h, elle a été vue pour la dernière fois par une infirmière-chef. Selon le témoignage de cette dernière, Chloé lui aurait dit avec son sourire habituel qu'elle allait donner un coup de main au docteur Laurent Dubois, l'eau, éminent chef de la recherche oncologique, pour descendre des échantillons urgents au laboratoire du sous-sol. Une caméra de surveillance de piètre qualité les a filmés marchant côte à côte vers les ascenseurs de service, une zone normalement interdite aux bénévoles. Ce fut la dernière image d'elle. Son manteau était toujours accroché dans son casier. Son sac à main posé à côté, attendant un retour qui n'aurait jamais lieu. Au début, l'inquiétude n'était pas le sentiment dominant. La confusion, oui. Le personnel de nuit a supposé qu'elle avait eu un malaise, et qu'elle était rentrée chez elle sans prévenir. Mais le lendemain matin, le téléphone du standard de l'hôpital a sonné. Étaient les parents de Chloé. Leur voix était tendue. Un mélange de colère et de panique grandissante. Leur fille n'était pas rentrée de la nuit. Était la première fois. L'hôpital a alors lancé une recherche interne, mais elle fut superficielle, presque protocolaire. Un coup d'œil dans les salles de repos, un appel aux différents services. Personne ne voulait croire au pire. Ce n'est que lorsque le père de Chloé, à bout de patience et dévoré par un mauvais pressentiment, a contacté directement la police, que l'affaire a pris une dimension officielle. Le sanctuaire de la guérison venait de révéler sa première faille, et pour la famille Fournier, le monde venait de s'arrêter de tourner. L'enquête policière initiale fut un échec retentissant, une démonstration cruelle de la manière dont les préjugés et les apparences peuvent fausser le cours de la justice. Les inspecteurs se sont immédiatement concentrés sur des théories externes à l'hôpital. Une jeune femme de 21 ans qui disparaît ? La première hypothèse fut celle d'une fugue, d'un départ volontaire pour changer de vie, malgré les protestations véhémentes de sa famille, qui décrivait une jeune femme stable et passionnée par son avenir. L'autre piste était celle d'un enlèvement sur le chemin du retour. Le docteur Dubois, figure charismatique et respectée, fut interrogé comme simple témoin. Il a calmement expliqué que Chloé l'avait aidé, puis qu'il l'avait vu se diriger vers la sortie du personnel. Son prestige était tel, que sa parole était d'or. Personne n'a jugé utile de fouiller son laboratoire privé, ou les zones restreintes du sous-sol. L'institution hospitalière, avec sa réputation impeccable, était au-dessus de tout soupçon. Pour la famille Fournier, les années qui suivirent furent une descente aux enfers, une torture psychologique sans fin. La vie s'est figée au 12 novembre 2002. Son père, Marc, un homme autrefois jovial et travailleur, a quitté son emploi pour se consacrer entièrement à la recherche de sa fille. Il passait ses journées à placarder des affiches, avec le visage souriant de Chloé. Des affiches qui finissaient par jaunir, se déchirer, devenant des fantômes de papier sur les murs de la ville. Sa mère, Hélène, s'est effondrée dans une dépression silencieuse et profonde, murée dans une maison où chaque objet rappelait l'absence de sa fille.
Leur mariage n'a pas survécu à ce chagrin immense et à cette incertitude dévorante. Leur fils cadet, qui n'avait que 15 ans à l'époque, a grandi dans l'ombre de cette tragédie, portant le poids du deuil de ses parents et la responsabilité silencieuse de devoir rester fort pour eux. Il ne vivait plus, il survivait dans l'attente d'une réponse qui ne venait jamais. Au fil des mois, le tourbillon médiatique qui avait entouré l'affaire s'est calmé, laissant place à un silence assourdissant. Le visage souriant de Chloé Fournier, d'abord placardé sur tous les murs de la ville et à la une des journaux, a progressivement disparu du paysage urbain et de la conscience collective. Pour les enquêteurs, l'absence de corps, de demande de rançon ou de preuves matérielles tangibles, a transformé le dossier en un casse-tête insoluble. Après un an d'investigation infructueuse, l'affaire fut discrètement classée sans suite, devenant officiellement un cold case. Pour la famille Fournier, ce fut le coup de grâce. L'abandon par la justice était une seconde mort pour Chloé, une confirmation brutale qu'ils étaient désormais seuls, prisonniers d'un deuil impossible, face à un mur d'indifférence qui semblait aussi infranchissable que celui de l'hôpital. Marc Fournier, le père de Chloé, a refusé de se plier à cette fatalité. Il a transformé sa vie en une quête obsessionnelle, une croisade solitaire contre l'oubli. Il a abandonné son travail de comptable pour devenir l'enquêteur que la police n'avait jamais vraiment été. Ses journées étaient rythmées par le même rituel douloureux. Imprimer des avis de recherche, les distribuer dans les gares, les cafés, les lieux publics, et gérer un site internet dédié à sa fille. Il a appris à décrypter le langage corporel des gens, cherchant dans leurs yeux une lueur de reconnaissance. Il a suivi des centaines de fausses pistes, des appels de voyants aux témoignages de personnes qui pensaient l'avoir aperçu. Chaque espoir déçu le brisait un peu plus, mais l'idée d'arrêter était impensable. Pour lui, cesser de chercher, était accepter sa mort, et ça, il ne le pouvait pas. Le chagrin d'Hélène, la mère, a pris une forme plus intérieure, mais tout aussi destructrice. Tandis que Marc se battait contre le monde extérieur, elle s'est murée dans un silence profond, prisonnière de sa propre maison. La chambre de Chloé est devenue un sanctuaire inviolable, un musée figé dans le temps où chaque objet était une relique douloureuse. Elle passait des heures à trier les photos de son enfance, à relire ses journaux intimes, cherchant un indice, une explication qu'elle ne trouverait jamais. La douleur partagée, qui aurait dû les rapprocher, a creusé un fossé infranchissable entre elle et son mari. Son hyperactivité et ses espoirs incessants étaient pour elle une torture, tandis qu'il percevait son immobilité comme une forme de résignation. Ils vivaient sous le même toit, mais pleuraient leur fille dans deux solitudes parallèles. Au milieu de ce naufrage familial se trouvait Julien, le frère cadet de Chloé. À 15 ans, il a non seulement perdu sa sœur, son modèle et sa confidente, mais aussi ses parents, consumés par leur chagrin. Il est devenu la victime invisible de la tragédie, celui qui devait être fort, raisonnable, celui qui ne devait pas ajouter son propre poids à leur fardeau. Il a appris à dissimuler sa peine, sa colère et sa peur, derrière un masque de maturité précoce. Il a vu le couple de ses parents se désintégrer, impuissant. Pendant que ses camarades de classe découvraient l'insouciance de l'adolescence, Julien apprenait à gérer les crises de larmes de sa mère, et les absences de son père. Il a grandi trop vite, dans l'ombre d'une absence, portant sur ses jeunes épaules le poids d'un deuil qui, n'était pas censé être le sien. Pendant ce temps, au siège de la police judiciaire, le dossier Fournier prenait la poussière sur une étagère. Il était devenu un de ces cas que les nouveaux inspecteurs consultent par curiosité, un emblème de l'échec. L'hôpital Saint-Vincent, de son côté, avait parfaitement géré sa communication de crise. L'institution, protégée par son prestige et une armée d'avocats, avait réussi à dissocier son nom de l'affaire. Toute suggestion d'une responsabilité interne était balayée d'un revers de main. La carrière du docteur Laurent Dubois, loin d'être affectée, a connu une ascension fulgurante. Il est devenu une référence internationale dans son domaine, donnant des conférences dans le monde entier. L'hôpital avait tourné la page. Le souvenir de cette jeune bénévole qui était volatilisée dans ses couloirs, était un fantôme dont on ne parlait plus, une anomalie qu'il valait mieux oublier. En 2007, 5 ans après la disparition, une piste sérieuse a soudainement ravivé l'enquête, et, avec elle, les espoirs de la famille. Un homme d'affaires français en déplacement à Prague a contacté la police, certain d'avoir reconnu Chloé. Il a décrit une jeune femme travaillant dans une librairie, parlant français avec un léger accent, qui semblait perdue et triste. Pendant plusieurs semaines, l'espoir a de nouveau été permis. Marc s'est envolé pour la République tchèque, le cœur battant à tout rompre. Interpol a été mobilisé. Les médias se sont de nouveau emparés de l'histoire. Mais la piste s'est révélée être une impasse cruelle. La jeune femme, n'était pas Chloé. Pour la famille Fournier,
La retombée fut brutale, presque plus violente que le chagrin constant. C était une démonstration terrible que l'espoir parfois pouvait être un poison. En 2012, 10 ans étaient écoulés, une décennie. Le monde avait changé, mais pour la famille Fournier, le temps était arrêté ce soir, de novembre 2002. Marc et Hélène étaient désormais divorcés. Marc vivait dans un petit appartement, toujours entouré des photos de sa fille. Hélène avait vendu la maison familiale, incapable de supporter le poids des souvenirs. Julien, devenu un jeune homme, avait mis de la distance avec ses parents, essayant de construire sa propre vie loin de la tragédie. L'affaire Chloé Fournier-N était plus qu'un vague souvenir pour le grand public, une histoire triste parmi tant d'autres. Le silence était devenu la norme, un linceul qui avait recouvert toute l'affaire. Il semblait que le secret de sa disparition était destiné à rester à jamais scellé, enterré sous le poids des années, de l'oubli et du pouvoir institutionnel. Et puis, 10 ans après, l'impensable s'est produit. C'est à l'automne 2012, dans le silence presque religieux de l'aile d'oncologie pédiatrique, que le passé a refait surface de la manière la plus inattendue. Une nouvelle bénévole, Sophie, une jeune femme de 22 ans pleine d'énergie et d'idéalisme, un peu comme Chloé l'avait été chargée d'une tâche simple. Faire le tri dans une vieille armoire de matériel de loisirs créatifs, qui n'avait pas été ouverte depuis des années. Était une mission fastidieuse. Un voyage à travers des pots de peinture séchés, des crayons usés et des blocs de papier jauni. Personne, et encore moins Sophie, ne pouvait imaginer que ce placard poussiéreux, oublié de tous, était sur le point de devenir l'aile, épicentre d'un séisme, qui allait secouer l'un des hôpitaux les plus prestigieux de France. Au fond d'une boîte en carton, sous une pile de feuilles abîmées par l'humidité, Sophie a découvert un dossier cartonné portant l'inscription « Dessin 2002 ». Par curiosité, elle l'a ouvert. À l'intérieur, des arcs-en-ciel, des maisons avec des soleils souriants, des portraits maladroits de médecins et d'infirmières. Et puis, un dessin a attiré son attention. Fait au crayon de cire, il était différent des autres. Il montrait une silhouette féminine aux longs cheveux bruns, portant un foulard rouge vif autour du cou, tenu par la main par un homme grand et mince en blouse blanche. Mais ce « N » n'était pas la scène qui était troublante. Était ce qui était écrit au-dessus de l'homme. Docteur. Méchant. Et surtout, la direction dans laquelle ils allaient. Non pas vers une porte de sortie, mais vers des escaliers sombres menant à une porte marquée d'une simple croix noire. Signée en bas, d'une écriture d'enfant, Léo. Un frisson glacial a parcouru Sophie. Sophie ne connaissait pas l'histoire de Chloé Fournier dans les détails. Elle était trop jeune à l'époque. Mais comme tout le personnel arrivé après 2002, elle avait entendu les bribes de la légende, l'histoire de cette bénévole, qui, était volatilisée, devenue le fantôme officieux de l'hôpital. La date sur le dossier, 2002, a fait tilt. Le nom, Léo, lui disait quelque chose. Elle l'avait vu sur une plaque commémorative pour les enfants décédés cette année-là. Le foulard rouge, était trop. Ce N était pas une coïncidence. Elle tenait entre ses mains, non pas l'imagination morbide d'un enfant malade, mais peut-être le seul et unique témoignage de ce qui était arrivé à Chloé Fournier. La fragilité du papier contrastait violemment avec le poids terrifiant de ce qu'il suggérait. Elle a senti une responsabilité immense s'abattre sur ses épaules. Ignorer ce dessin, était participer au silence. Le cœur battant, Sophie a pris le dessin et est allée trouver Martine, une infirmière-chef qui travaillait dans le service depuis plus de 20 ans. Martine était une femme pragmatique, qui en avait vu de toutes les couleurs. Au début, elle a regardé le dessin avec un sourire indulgent. Mais quand ses yeux se sont posés sur le foulard rouge, son visage s'est décomposé. Le sourire a disparu, remplacé par un masque de stupeur et d'horreur. Elle a murmuré le nom de Chloé, comme un fantôme qui revenait la hanter. Martine se souvenait parfaitement de ce foulard. Était le cadeau de sa grand-mère, Chloé ne le quittait jamais. En un instant, le dessin a cessé être une archive poussiéreuse pour devenir une pièce à conviction. Pour Martine, qui avait toujours eu un doute, une intuition terrible qu'elle n'avait jamais osé formuler, ce dessin était la confirmation que la vérité n'était pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur des murs de l'hôpital. Le dessin a agi comme une clé, déverrouillant un souvenir que Martine avait enfoui, au plus profond de sa mémoire. Les escaliers sombres et la porte avec la croix noire d'Imian n'étaient pas une représentation de la mort, mais une description littérale. Elle a expliqué à Sophie, la voix tremblante, que ces escaliers menaient au sous-sol le plus profond de l'hôpital, une zone de service labyrinthique qui reliait les archives, la chaufferie et l'ancienne morgue. Et surtout, elle s'est souvenue que le docteur Laurent Dubois,
Le fameux docteur, méchant du dessin, y avait un laboratoire de recherche privé, un lieu ultra sécurisé dont lui seul avait l'accès. À Lyotel, époque, personne n'y avait prêté attention, son prestige justifiait tous les secrets. Mais avec ce dessin, cette anomalie devenait soudainement suspecte, sinistre. Sans perdre une minute, Martine a accompagné Sophie au commissariat central. Elles ont demandé à parler à l'enquêteur en charge des affaires non élucidées. L'accueil fut d'abord teinté de scepticisme. Un dessin d'enfant vieux de 10 ans comme preuve? Cela semblait ridicule. Le dossier Fournier était une relique, un échec que personne ne voulait déterrer. Mais le jeune lieutenant qui les a reçus, trop jeune pour avoir travaillé sur l'affaire initiale, N, n'était pas prisonnier des préjugés de ses aînés. Il a regardé le dessin, non pas comme une fantaisie, mais comme le témoignage pur et non filtré d'un enfant. Il a compris ce que personne n'avait vu en 10 ans. Léo n'avait pas seulement dessiné un événement, il avait dessiné une carte. Une carte menant directement à la scène d'un crime potentiel, et il avait même nommé le suspect. L'affaire Chloé Fournier venait d'être officiellement rouverte. La réouverture du dossier a provoqué une onde de choc silencieuse au sein de la police judiciaire. Le paradigme venait de basculer. Pendant une décennie, tout le monde avait cherché à l'extérieur. Maintenant, tous les regards se tournaient vers l'intérieur, vers le cœur même de l'hôpital Saint-Vincent, et vers l'un de ses médecins les plus décorés. Le témoignage initial du docteur Dubois, autrefois considéré comme parole des évangiles, était désormais examiné à la loupe. Chaque mot, chaque affirmation passait au crible d'une suspicion nouvelle et intense. Les enquêteurs ont exhumé les plans de l'hôpital, étudiant les réseaux de sous-sol et les zones d'accès restreints de 2002. Le dessin de Léo n'avait pas résolu le mystère, mais il avait fait bien plus. Il avait brisé 10 ans de silence et d'indifférence, et avait pointé une direction claire. Une direction qui menait tout droit vers les ténèbres que l'institution avait si bien su dissimuler. La première étape pour les enquêteurs fut de reconstruire la vie et la carrière du docteur Laurent Dubois, non pas comme le héros public qu'il était, mais comme un homme avec des secrets potentiels. Ils ont commencé par interroger discrètement d'anciens collègues, des infirmières à la retraite, des techniciens de laboratoire de l'Aile, époque. Une image a commencé à émerger, celle d'un chercheur brillant mais aussi obsessionnel, autoritaire, et extrêmement secret concernant ses travaux. Plusieurs témoins se sont souvenus de son laboratoire privé au sous-sol, un lieu qu'il décrivait comme un simple bureau de stockage, mais dont l'accès était farouchement gardé. Personne n'y avait jamais mis les pieds à part lui. Le dessin de Léo N était plus une fantaisie, il devenait une carte menant à une forteresse personnelle, et la question était de savoir ce que cette forteresse protégeait si jalousement, depuis une décennie. Le véritable tournant s'est produit lorsque L, équipe d'enquête, a plongé dans les archives financières de l'hôpital de 2002. Ils ont découvert une série de subventions de recherche inhabituelles, versées non pas à l'hôpital, mais directement à un fonds privé contrôlé par Dubois. L'argent provenait d'une société pharmaceutique suisse, connue pour ses médicaments expérimentaux agressifs. Officiellement, ces fonds étaient destinés à des recherches fondamentales. Mais en creusant, les enquêteurs ont réalisé qu'il n'y avait aucune publication scientifique, aucun rapport officiel, correspondant à ces sommes colossales. Était de l'argent fantôme, finançant une activité secrète. Le mobile, autrefois insaisissable, prenait soudain une forme terrifiante. Dubois ne se contentait pas de soigner des enfants, il menait sur eux des essais cliniques illégaux, non autorisés, utilisant les plus malades et les plus vulnérables comme des cobayes. Les enquêteurs ont alors compris le rôle potentiel de Chloé. En tant qu'étudiante infirmière, elle avait un accès limité, mais réel au dossier des patients. Elle était curieuse, méticuleuse, et possédait un sens aigu de la justice. Ils ont contacté son ancienne école d'infirmière et ont récupéré ses notes de cours et ses travaux de l'Aile, époque. Dans les marges d'un cahier sur elle, éthique médicale, ils ont trouvé des annotations troublantes. Elle avait noté des divergences entre les protocoles de traitement officiels de certains enfants et les médicaments réellement administrés, qu'elle avait observés. Elle se posait des questions dangereuses. Chloé n'avait pas seulement trébuché sur un secret par hasard, elle l'avait activement découvert. Elle avait vu l'impensable, et son intégrité l'aurait poussée à en parler. Elle était devenue une menace directe pour l'empire secret de Dubois. Fort de ces nouvelles informations, les enquêteurs ont demandé à l'hôpital l'intégralité des enregistrements de sécurité de la nuit du 12 novembre 2002. La direction actuelle, qui avait changé depuis, a d'abord coopéré. Mais la réponse est vite revenue des archives. Les bandes de cette semaine précise étaient manquantes. La raison officielle était un incident technique, ayant entraîné leur effacement prématuré. Était trop pratique pour être une coïncidence. Pour les enquêteurs,
C, était la preuve d'une complicité interne. Quelqu'un, au sein de l'hôpital, avait délibérément fait disparaître la seule preuve visuelle des derniers mouvements de Chloé. Le silence N était pas seulement le fait d'un homme, mais celui d'une institution qui avait choisi de protéger sa réputation au détriment de la vérité, enterrant le secret de Chloé sous une couche de mensonges administratifs. Les soupçons se sont alors portés sur les deux seules personnes qui auraient pu orchestrer une telle dissimulation à l'époque, le directeur de l'hôpital et le chef de la sécurité. Le chef de la sécurité, désormais à la retraite et vivant en province, a été retrouvé et interrogé. Au début, il a nié, s'en tenant à la version de l'incident technique. Mais, face à la pression et aux preuves de l'enquête financière qui menaçaient de l'impliquer, il a fini par craquer. Sa confession fut glaçante de simplicité. Le directeur de l'époque l'avait convoqué dans son bureau le lendemain de la disparition. Il lui avait ordonné de détruire toutes les bandes de la soirée, en particulier celles des ascenseurs de service et des sous-sols. L'ordre était clair. L'hôpital ne peut pas supporter un scandale. Cette fille a dû faire une bêtise. Faites disparaître ça. Avec cet aveu, Eto s'est resserré autour de l'ancien directeur, un homme puissant qui siégeait désormais au conseil d'administration de plusieurs fondations médicales. Confronté au témoignage de son ancien subordonné, il a d'abord nié avec arrogance. Mais les enquêteurs avaient une dernière carte à jouer. Ils avaient découvert des virements réguliers de la même société pharmaceutique suisse vers un compte offshore lui appartenant, déguisé en frais de consultation. Le directeur N était pas seulement un complice passif. Il était un partenaire silencieux, bénéficiant financièrement des essais illégaux de Dubois, en échange de son silence et de sa protection institutionnelle. La disparition de Chloé N n'était pas un simple meurtre, était le point culminant d'une conspiration où la vie d'une jeune femme avait été sacrifiée pour protéger des carrières et des profits. La chaîne de preuves était désormais complète. Le mobile, des essais cliniques illégaux. Le crime, le silence imposé à Chloé qui les avait découverts. La conspiration, un médecin, un chef de la sécurité, et un directeur d'hôpital unis pour étouffer la vérité. Il ne manquait plus qu'une chose. La plus importante pour la famille Fournier, le corps de Chloé. Sur la base des témoignages, des preuves financières, et, bien sûr, du dessein prémonitoire de Léo, le juge d'instruction a signé un mandat de perquisition pour l'ensemble des sous-sols de l'hôpital Saint-Vincent, y compris le fameux laboratoire privé du Dr Dubois, resté scellé depuis son départ à la retraite. Les enquêteurs s'apprêtaient à descendre dans les entrailles de l'hôpital, là où, 10 ans plus tôt, une jeune femme était entrée pour ne plus jamais en ressortir. L'aube du 15 octobre 2012, une équipe de la police judiciaire, accompagnée de techniciens de la police scientifique, est descendue dans les entrailles de l'hôpital Saint-Vincent. L'air était glacial, chargé d'une odeur de poussière et d'humidité qui semblait n'avoir pas été dérangée depuis des décennies. Ils se sont dirigés vers la porte métallique portant la simple inscription « Stockage », accès réservé, la porte du fameux laboratoire privé du docteur Dubois. 10 ans de silence, de questions sans réponse, et de chagrin familial étaient sur le point de se heurter à ce qui se trouvait derrière cette simple porte. Chaque membre de l'équipe sentait le poids de ce moment. Ils n'étaient pas seulement là pour résoudre un crime, mais pour rendre une âme à une famille qui vivait dans les limbes. La clé a tourné dans la serrure avec un grincement sinistre, brisant une décennie de silence. À l'intérieur, la pièce semblait décevante au premier abord. Ce était qu'un grand débarras rempli de vieilles étagères métalliques, de cartons de dossiers jaunis et de matériel de laboratoire obsolète, le tout recouvert d'une épaisse couche de poussière grise. Rien ne semblait avoir bougé depuis des années, l'air était stagnant, presque suffocant. Certains des enquêteurs les plus jeunes ont échangé un regard de doute. Avait-il suivi une fausse piste basée sur le dessin d'un enfant? Mais le chef d'équipe, un vétéran qui avait vu l'affaire Fournier hanter les couloirs du commissariat pendant 10 ans, a sorti les plans originaux du bâtiment. Il a ordonné une fouille méthodique, millimètre par millimètre. Il savait que si un secret était caché ici, il serait dissimulé avec une intelligence diabolique. La recherche ne faisait que commencer. Pendant des heures, les techniciens ont sondé les murs, le sol, le plafond. Ils ont mesuré les dimensions de la pièce, les comparant au plan. Et c'est là qu'ils ont trouvé l'anomalie. Derrière une imposante armoire métallique qui semblait n'avoir jamais été déplacée, le mur est sonné différemment. Le son était pas plein et solide comme ailleurs, mais mat, presque creux. En éclairant le mur avec une lampe torche, un expert a remarqué une différence subtile dans la texture du plâtre, une ligne de démarcation presque invisible. L'armoire a été déplacée avec difficulté, révélant ce que tout le monde suspectait maintenant. Un rectangle de mur avait été rebouché,
puis repeint pour se fondre avec le reste. Ce N n'était pas une simple réparation. C était la cicatrice d'un secret, une tombe improvisée au cœur même du sanctuaire de la guérison. L'ordre a été donné de percer le mur. Le bruit de la perceuse a déchiré le silence funèbre du sous-sol. Après quelques minutes, un trou a été fait, et une odeur faible mais caractéristique s'est échappée, une odeur qui a glacé le sang de tous les présents. Le mur a été abattu avec précaution, brique par brique, révélant une petite cavité sombre, à peine assez grande pour un corps humain. À l'intérieur, enveloppée dans plusieurs couches de bâches en plastique industriel scellées avec du ruban adhésif, se trouvait une forme humaine. Elle, équipe scientifique a procédé avec un soin infini. En découpant le plastique, ils ont révélé les restes squelettiques d'une jeune femme. Autour de son cou, un petit médaillon en argent terni. Et accroché aux os de son épaule, un lambeau de tissu décoloré, mais encore reconnaissable. Un foulard rouge. C était Chloé. La découverte macabre N était que le début. En poursuivant la fouille du laboratoire, un enquêteur a eu l'intuition de vérifier les conduits de ventilation. Cachés à l'intérieur d'un conduit, ils ont trouvé une petite boîte en métal hermétiquement fermée. À l'intérieur se trouvait un disque dur d'ordinateur portable de l'aile Époque. Les experts informatiques ont travaillé sans relâche pendant 2 jours pour briser le cryptage. Ce qu'ils ont trouvé a dépassé leur pire cauchemar. Le disque dur contenait les archives complètes des essais cliniques illégaux de Dubois. Des listes d'enfants, leurs dossiers médicaux, les protocoles expérimentaux, les résultats falsifiés envoyés à la société pharmaceutique, et les preuves des paiements secrets. Chloé Fournier y était mentionnée une seule fois, dans un fichier texte non daté. La bénévole pose trop de questions. Risque d'exposition. Situation à gérer immédiatement. Confronté aux preuves irréfutables, le corps de Chloé dans son ancien laboratoire et les données de son propre disque dur, le docteur Laurent Dubois s'est effondré. Son arrogance, sa façade de chercheur respecté, tout s'est brisé en 1000 morceaux dans la salle d'interrogatoire. Il a tout avoué. Cette nuit-là, Chloé était venue le trouver. Non pas pour l'aider, mais pour le confronter. Elle avait découvert les protocoles parallèles, les doses non conformes. Elle avait des copies de documents. Elle lui a dit qu'elle allait tout révéler à la direction le lendemain matin. Pris de panique, craignant de perdre sa carrière, son prestige, sa fortune, il a tenté de la raisonner. Elle a refusé de se taire. Dans un accès de rage, il l'a frappée à la tête avec un lourd presse-papier en métal. La mort a été instantanée. Le reste de la nuit, il l'a passé à effacer les traces de son crime avec une froideur chirurgicale. Il a enveloppé le corps de Chloé, l'a caché dans la cavité murale qu'il savait exister derrière l'armoire, et a passé des heures à reboucher et repeindre le mur. Son crime N n'était pas prémédité, mais sa dissimulation fut, elle, œuvre d'un esprit méthodique et sans pitié. Pour renforcer le dossier, les enquêteurs ont retrouvé une infirmière à la retraite qui, rongée par la culpabilité, a finalement admis avoir entendu une violente dispute entre Dubois et Chloé ce soir-là, près des ascenseurs de service. Elle avait eu trop peur du puissant médecin pour parler à la DETRA, Époque. Son témoignage a corroboré chaque détail de la confession de Dubois, scellant définitivement son destin. La vérité, enterrée pendant 10 ans sous le béton et le silence, était enfin libre. L'arrestation du docteur Laurent Dubois a provoqué un séisme médiatique d'une violence inouïe. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, brisant en un instant l'image d'un praticien respecté et révélant le visage d'un monstre. Du jour au lendemain, l'hôpital Saint-Vincent-N était plus un sanctuaire de guérison, mais le théâtre d'une conspiration macabre. Les journaux télévisés ouvraient leurs éditions avec le visage de Chloé, juxtaposé à celui de son bourreau. Des patients, des familles, des collègues exprimaient leur incrédulité et leur horreur. Comment un homme dédié à sauver la vie d'enfants avait-il pu commettre un acte aussi barbare? La façade respectable de l'institution médicale S était fissurée, exposant au grand jour la pourriture qui avait prospéré dans l'ombre du prestige et du silence pendant une décennie entière. La France entière était sous le choc. Le procès qui s'ensuivit fut l'un des plus suivis de la décennie. Dans le box des accusés, Laurent Dubois N était plus le médecin charismatique et confiant, mais un homme vieilli, voûté, le regard vide. Face à lui, la famille Fournier, digne dans sa douleur infinie, assistait à chaque audience, cherchant non pas la vengeance, mais la compréhension. Les preuves se sont succédé, accablantes. Le dessin de Léo, projeté sur grand écran dans la salle d'audience, a provoqué un silence de mort, le témoignage posthume d'un enfant scellant le destin d'un adulte. Les données du disque dur, décryptées et expliquées par les experts, ont révélé l'ampleur de la fraude scientifique et de la cruauté humaine. Chaque pièce du puzzle, assemblée au fil des audiences,
a dessiné le portrait d'un homme prêt à tout pour protéger ses secrets, y compris à sacrifier une vie innocente. Le verdict est tombé comme un coup près, mettant un terme à 10 ans d'incertitude. Laurent Dubois a été reconnu coupable de meurtre avec préméditation et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 22 ans. L'ancien directeur de l'hôpital et l'ex-chef de la sécurité ont écopé de peines de prison ferme pour complicité et obstruction à la justice. Pour la justice des hommes, le chapitre était clos. Dans la salle d'audience, il n'y a eu ni cri de joie ni applaudissements. Seulement les larmes silencieuses de Marc, Hélène et Julien Fournier. Des larmes qui, n'étaient pas celles du bonheur, mais celles d'un soulagement amer. La vérité avait enfin un nom, un visage et une condamnation. Le combat était terminé, mais la douleur, elle, resterait à perpétuité. Pour Marc Fournier, la fin du procès a marqué le début d'un vide abyssal. Pendant 10 ans, la recherche de la vérité avait été sa seule raison de vivre, son unique moteur. Il était transformé en détective, en archiviste, en militant. Maintenant que la bataille était gagnée, il se retrouvait seul face à son chagrin, sans la distraction de la quête. Il pouvait enfin cesser de placarder des affiches et commencer à fleurir une tombe. Les premières semaines, il est resté prostré, comme un soldat revenant du front qui ne sait plus comment vivre en temps de paix. Lentement, il a réappris les gestes simples du quotidien, non plus pour trouver sa fille, mais pour honorer sa mémoire. La colère qui l'avait consumé s'est apaisée, laissant place à une tristesse profonde et infinie, celle d'un père qui a enfin pu dire adieu. Hélène, de son côté, a ressenti la vérité comme un dégel brutal après un hiver de 10 ans. La certitude, aussi horrible soit-elle, l'a libérée de la prison de l'espoir toxique, et des scénarios infinis qui la torturaient chaque nuit. Elle a pu sortir de son silence, parler de Chloé non plus comme d'une disparue, mais comme de la jeune femme vibrante et pleine de vie qu'elle était. Julien, quant à lui, a ressenti un mélange complexe de soulagement et de colère pour sa jeunesse volée. La résolution de l'affaire lui a permis de renouer un dialogue avec ses parents, non plus autour d'une absence, mais autour d'un souvenir commun. La famille Fournier, brisée par la tragédie, n'a jamais retrouvé son unité d'antan, mais elle a trouvé un moyen de partager son deuil, de se soutenir mutuellement dans une nouvelle réalité où la vérité, bien que dévastatrice, leur appartenait enfin. Avec l'argent obtenu des dommages et intérêts lors du procès civil contre l'hôpital et la société pharmaceutique, la famille Fournier n'a cherché aucune compensation personnelle. Ils ont créé la Fondation Chloé Fournier. Sa mission, veiller à tenue éthique dans la recherche médicale pédiatrique, et offrir un soutien juridique aux familles de victimes d'erreurs médicales. La mort insensée de Chloé a ainsi acquis un sens, devenant un catalyseur pour le changement et la protection des plus vulnérables. Dans le jardin de l'hôpital Saint-Vincent, loin des sous-sols sombres, une petite plaque de bronze a été installée sous un cerisier. On peut y lire une simple phrase, un hommage éternel à son courage. À Chloé Fournier, la volontaire qui a cherché la vérité et a trouvé la mort, pour que d'autres puissent vivre. Aujourd'hui, l'hôpital Saint-Vincent continue de soigner des enfants, ses couloirs résonnent toujours des mêmes bruits de pas pressés et de machines médicales, mais une ombre plane désormais sur l'institution. Ses murs portent à jamais la cicatrice invisible de l'affaire Fournier, un rappel constant de la fragilité de la confiance et de la noirceur qui peut se cacher derrière les façades les plus respectables. Des protocoles ont été changés, la transparence a été renforcée, mais le véritable héritage de cette tragédie est une méfiance salutaire. Le personnel, les patients et leurs familles ne regardent plus les figures d'autorité avec la même déférence aveugle. L'hôpital a appris, de la manière la plus cruelle qui soit, que sa mission première n'est pas seulement de guérir les corps, mais aussi de protéger les âmes vulnérables qui lui sont confiées, une leçon payée au prix d'une vie innocente. L'affaire a révélé une vérité dérangeante sur la nature du mal. Le docteur Laurent Dubois, n'était pas un monstre caricatural sorti des ténèbres. Était un homme brillant, admiré, un pilier de la communauté médicale qui souriait aux caméras et rassurait les parents angoissés. Son crime n'est pas né d'une folie soudaine, mais d'une arrogance absolue, celle d'un homme qui s'est cru au-dessus des lois, au-dessus de la morale, persuadé que sa quête scientifique justifiait tous les sacrifices. Il a vu en Chloé non pas une jeune femme pleine de promesses, mais un simple obstacle. Il a vu dans les enfants malades non pas des patients, mais du matériel d'expérimentation. Son histoire est un avertissement terrifiant. Le mal le plus dangereux est souvent celui qui se drape dans les habits de la vertu et du progrès, celui qui murmure des justifications rationnelles pour commettre l'irréparable. Et au cœur de cette résolution tardive, il y a le souvenir d'un petit garçon de 7 ans, Léo. Dans un monde d'adultes corrompus, de silence complice et d'enquêtes bâclées, c'est la voix la plus fragile qui a crié la vérité. Son dessin au crayon de cire,
Un simple morceau de papier oublié au fond d'un placard, s'est révélé être l'arme la plus puissante contre une décennie de mensonges. Était le témoignage le plus pur et le plus accablant, la vision non filtrée d'un enfant qui avait compris, avec son instinct, ce que les adultes refusaient de voir. Léo n'a pas survécu à sa maladie, mais son dernier acte, ce dessin, a survécu pour lui. Il est devenu le symbole poignant que même dans les lieux les plus sombres, la vérité peut trouver un chemin, porté par la main d'un innocent. La famille Fournier aurait pu se laisser consumer par la haine et le désespoir, mais ils ont choisi une autre voie. La Fondation Chloé Fournier est aujourd'hui une force redoutable dans le paysage médical français. Elle finance des audits indépendants dans les hôpitaux, offre une assistance juridique aux familles qui soupçonnent une faute médicale et milite pour des lois plus strictes sur les essais cliniques. Marc, Hélène et Julien ont transformé leur chagrin en un bouclier pour les autres. Ils ont fait en sorte que le sacrifice de Chloé ne soit pas vain. À travers leur combat, l'esprit de Chloé, son dévouement, son sens de la justice et sa compassion pour les plus faibles, continuent de vivre. Ils ont perdu une fille et une sœur, mais ils ont offert au monde un héritage de vigilance et de protection qui sauve des vies. L'histoire de Chloé Fournier est un rappel brutal que la vérité, même enterrée sous des décennies de silence et de pouvoir, a une façon de refaire surface, souvent de la manière la plus inattendue. C'est aussi une leçon sur le courage d'une jeune femme qui a refusé de se taire, le courage d'un père qui n'a jamais abandonné, et le courage posthume d'un enfant qui a dessiné ce qu'il a vu. Leur combat nous rappelle que chaque vie compte, et que l'indifférence est le plus grand complice de l'injustice. Si vous pensez qu'aucune victime ne devrait être oubliée, et que la quête de la vérité est un combat qui nous concerne tous, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres enquêtes approfondies sur des affaires qui doivent être racontées. Merci de nous avoir écoutés.